On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Radar, le podcast. Avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. Le 12 du 12 2024, bienvenue dans une autre édition du podcast Radar. On l'accueille tout fraîchement débarqué de la Floride. Salut Pierre! Salut! J'ai oublié ma casquette des Expos en Floride. J'étais déçu d'avoir oublié ça parce que j'aime ça mettre ma casquette là aux États-Unis pour rappeler à tout le monde qu'on avait une belle équipe de baseball dans le temps. Ben oui, t'aurais peut-être pu raviver le projet des Villes-Sœurs là, avec Tampa Bay. Là. Oui, ben écoute, je vais te dire une chose par exemple. Lorsqu'on avait fini de travailler le mardi après-midi, j'ai été prendre une bière à l'hôtel dehors, le pool bar. Puis mon t-shirt des Nordiques de Québec. Il y avait des gens de la Ligue qui m'ont vu. C'est voilà. Bon. Tu passes des messages. J'aime ça, Pierre. Le Québec peut compter sur toi, c'est parfait. On en fait allusion. Commençons par ça, la réunion des gouverneurs. C'est toujours un événement qui est très attendu, qu'il y a toujours beaucoup de nouvelles qui en sortent. Qu'est-ce qui a retenu le plus ton attention cette année de cette édition-là, Pierre? Quel est l'événement le plus marquant selon toi? Bien, pour les réunions elles-mêmes, là, évidemment, il y a eu un événement que j'ai impliqué avec le propriétaire des sénateurs, mais ça, on va y revenir. Oui, on va y revenir. Mais pour la réunion elle-même, écoute, habituellement, c'est la réunion où les propriétaires et les DG sortent de là, puis ils ont un chiffre pour l'année prochaine, finalement, pour le plafond salarial. C'est un chiffre qui est général, là, qui n'est pas encore précis, mais c'est un chiffre quand même qui aide à planifier pour les équipes qui commencent à avoir des conversations de contrats, des nouveaux contrats pour leurs gros joueurs. On pense à McDavid à Edmonton qui pourrait signer cet été ou Kaprizov à Minnesota, etc. Mais qu'est-ce qui est arrivé cette année? C'est vraiment la première fois où Gary Bettman a mentionné au propriétaire que oui, si on garde le système comme il est présentement, le plafond salarial, ça va monter de 88 à 92,5 à l'entour de là pour l'année prochaine. Mais il y a une autre possibilité. Et derrière la deuxième porte, c'est l'idée de négocier un nouveau chiffre, un chiffre plus haut avec l'association des joueurs pour comme essayer d'aller d'avance sur les revenus qui vont vraiment commencer à monter dans les prochaines années. Et puis ça, c'est moins sûr. Ça dépend sur les négociations avec les joueurs qui vont commencer au mois de février pour une nouvelle convention collective. Mais ça pourrait produire un différent chiffre pour le plafond salarial. Alors, quand j'ai parlé au gouverneur après les réunions, évidemment, la plupart des équipes, en fait, ils veulent un plafond salarial qui est plus haut. Ça leur aide avec les contrats qui s'en viennent. Mm-hmm. Mais le fait qu'on n'est pas sûr quel chiffre qu'on va avoir, ça fait les choses un peu plus difficiles à gérer. Y a-tu des propriétaires, Pierre, parce que là, tu as dit la plupart des équipes, y a-tu des propriétaires qui se disent, tu sais, d'un point de vue de fan, là, tout le monde est content, le chiffre augmente, ça laisse de l'espace, mais un propriétaire, lui, c'est des vrais sous qui sortent de ses poches, puis il faut qu'il budgète ça, ce 3, 4, 5 millions-là supplémentaires. Y a-tu des propriétaires qui sont réticents à avoir une hausse du plafond? Pas vraiment, non. Parce que, c'est pas vraiment beaucoup d'argent. Puis, 2/3 des équipes, quand tu regardes là, les chiffres de plafond salarial, 2/3 des équipes de la Ligue sont déjà au maximum de toute façon. Fait on veut vraiment avoir plus de flexibilité dans le système. Alors, puis à la fin de la journée, c'est très simple comme système. C'est que les joueurs et les propriétaires divisent 50-50 les revenus de hockey. Puis c'est de savoir comment trouver la ligne de plafond salarial pour faire sûr que les joueurs n'en prennent pas plus que 50% ou moins que 50% chaque année. Mais le problème, c'est que les revenus vont vraiment monter là, dans les prochaines années. Puis qu'est-ce que la Ligue a peur? Ben, pas peur, mais la Ligue aimerait mieux pas avoir. C'est que dans 2 ans, on pourrait avoir un plafond salarial dans notre système, de la façon que la formule est présentement décidée. Le plafond salarial dans 2 ans pourrait monter de plus que 10 millions. On aimerait, trouver une façon de prendre des étapes plus divisées pour se rendre là au lieu d'attendre que ça arrive cette année-là. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir des conversations avec les joueurs commençant après Noël. Donc, de façon plus graduelle. À travers tout ça, cette réunion-là, dans les dernières heures, je comprends que c'est pas du hockey, c'est du baseball. Mais quand un gars comme Juan Soto
qui signe un énorme contrat comme ça, Pierre, alors que dans la réunion des gouverneurs, on est dans un contexte de chiffres. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que cette nouvelle-là de baseball de 765 millions vient se faire une petite place puis les agents se disent « Hey, on n'a peut-être pas les revenus de la Ligue nationale, de la Ligue du baseball majeur, mais on a quand même des sous, nous aussi. » Est-ce qu'on pourrait faire un contrepoids à ce niveau-là? Non, mais écoute, ça a été... Il y a bien des gouverneurs qui ont fait des commentaires sur ça autour, là, tu sais, pas devant les caméras, là, mais dans les coulisses, parce que ça a été une grosse nouvelle dans le monde du sport, mais tu te sens vraiment pas que les agents, en général, les joueurs, le syndicat des joueurs, on sent pas là, la volonté d'aller faire la guerre. OK. C'est vraiment, tu sais, il faut souligner encore, Gary Bettman en a parlé après les réunions avec nous autres. Il ne se rappelle pas la dernière fois qu'il y a eu une relation tellement positive comme il a présentement avec Marty Walsh et Ron Hainsey et l'association des joueurs. La convention collective, c'est même pas fini jusqu'en septembre 2026. Mais on va parler au mois de février de commencer à faire une nouvelle convention collective. On n'a jamais vu ça. Un an et demi avant la fin de la convention collective, les deux côtés veulent aller négocier un nouveau contrat. Écoute, c'est sûr que les choses peuvent changer, là, mais ça fait 30 ans que je couvre la Ligue nationale. J'en ai couvert des lockouts. J'ai jamais vu le niveau un niveau positif de même entre les deux côtés dans toute ma carrière. Alors, j'espère que ça reste de même, parce que c'est plus le fun pour les médias et les partisans lorsque c'est la paix entre les deux. Mais pour répondre à la question, tu sais, je comprends ce que tu dis, mais à la fin de la journée, la seule façon que les agents et les joueurs pourraient complètement changer le système pour faire des plus gros contrats, c'est évidemment de s'attaquer au système de plafond salarial. Puis j'entends absolument aucune volonté, aucun désir de ce côté-là d'aller faire la guerre là-dessus. Bonne nouvelle, Pierre, à ce niveau-là. On est à la gorge présentement dans la Ligue nationale de hockey pour plusieurs équipes. On tente de se maintenir tout juste en dessous du plafond salarial. On est aussi à la gorge au niveau du calendrier, selon certains. Le calendrier est très condensé. On a beaucoup de matchs. Ça se termine très tard. Mais il y a une volonté aussi à ce niveau-là, du côté de la LNH et de l'Association des joueurs, de peut-être apporter certaines modifications. Oui, écoute, Gary Bettman a essayé son plus fort à donner moins d'importance à cette conversation-là. Puis la raison, c'est qu'il veut négocier ça avec les joueurs. Alors, il ne veut pas négocier ça dans les médias. Alors, il a essayé de comme nous décourager d'en parler de cet aspect-là, mais la réalité, c'est que j'ai déjà fait des reportages là-dessus dans les derniers mois, puis ça m'a été confirmé, c'est que la Ligue a déjà eu des conversations très préliminaires avec les joueurs, l'association des joueurs, au sujet de changer le calendrier d'une façon, notamment de jouer moins de matchs en concours, numéro 1, numéro 2, d'aller à 82 à 84 matchs, et là-dedans, la possibilité de finir la saison de plus de bonheur au mois de juin, à peu près 2 semaines plus de bonheur qu'on l'a présentement. On se rappelle que l'année passée, les Oilers ont perdu le 7e match en Floride le 24 juin, puis il y avait un repêchage 3 jours plus tard à Vegas. La seule raison que l'année avant, ça n'a pas été jusqu'au 24, c'est que les Vegas ont gagné en 5 matchs en finale contre la Floride, mais si ça aurait été 7 matchs, ça aurait été jusqu'au 24. Puis cette année, si tu regardes le calendrier officiel de la Ligue nationale, on annonce que le 23 juin serait le 7e match de la finale de la Coupe Stanley. Alors, c'est vraiment frustrant pour ben des gens en autour de hockey qu'on a tellement un calendrier qui va en fin juin parce que le repêchage, le 1er juillet, il y a tellement de choses qui se passent tout vite après. Et puis, je peux absolument te dire que les Oilers et les Panthers ont trouvé ça très difficile, mais c'est pas juste les deux équipes en finale. C'est l'attention des partisans en fin juin pour regarder une finale de la Coupe Stanley que leur équipe ne sont pas dedans. Ça ne fait pas de sens que la Ligue continue de jouer des matchs de hockey en fin juin. Puis la Ligue le sait, mais le problème, c'est que, premièrement, là, un de leurs partenaires les plus importants, c'est ESPN aux États-Unis. Puis ESPN ne veulent pas commencer la saison en la première semaine d'octobre, la saison régulière, parce que c'est le début des séries éliminatoires pour le baseball sur ESPN. Je comprends tout ça, mais à la fin de la journée, tu dois faire une décision pour la Ligue, des fois, qui est plus gros que ça. C'est les conversations qui se passent présentement, mais ça dépend vraiment de ce que les joueurs ils veulent aussi là-dedans. Alors, ce que je te dis, c'est que je pense
l'idée de 84 matchs et de couper les matchs en concours à moitié, je pense que ça, il y a une bonne chance ça va arriver avec la nouvelle convention collective. Mais qu'est-ce qui est moins sûr, c'est si on va être capable d'avoir assez de gens qui vont être convaincus de commencer la saison plus tôt et de finir la saison plus tôt. En tout cas, on verra. Si on rajoute des matchs, on n'aura pas le choix de demander de donner quelque chose en retour parce que sinon, la mathématique ne fonctionne tout simplement pas. Parce que passer de 82 à 84 équipes, c'est peut-être dans l'air pour la prochaine convention collective, mais passer pas d'équipes, mais de matchs, bien évidemment, mais de passer de 32 équipes à 34 équipes pour une expansion, ça, est-ce que c'était sur la table à la réunion des gouverneurs? Est-ce que ton chandail des Nordiques a porté fruit, Pierre, puis Gary Bettman s'est dit on n'a pas le choix d'adresser la situation? Non, en fait, absolument pas. L'idée, la conversation d'expansion n'était pas sur l'agenda cette semaine en Floride. C'était pareil exprès. La Ligue n'est pas encore prête de rentrer là-dedans. C'est ce que Bettman nous a encore une fois confirmé après les réunions, que la Ligue n'est pas encore prête à rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit, mais on va le finir pour lui, c'est qu'éventuellement, ils vont être prêts. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que le focus et l'énergie de la Ligue, des dirigeants de la Ligue, doit être sur la convention collective présentement. Mm-hmm. Alors, faut régler cette affaire-là avant qu'on commence à ouvrir la porte à l'expansion. C'est pour ça qu'on n'est pas prêt à parler d'expansion. Mais ça va arriver. C'est une question de temps, mais on veut évidemment pas faire les deux en même temps, là. Ça prend assez d'énergie que négocier une convention collective avec l'association des joueurs. Et puis, écoute, oui, c'est positif. Oui, les deux côtés veulent faire ça, mais il n'y a rien de garanti. Batman a dit que les négociations vont commencer au mois de février. On verra. C'est sur ubet.io qu'on peut placer des paris, les meilleures cotes pour la Ligue nationale de hockey. Si tu avais un petit 2 à mettre, Pierre, sur ubet.io, Houston et Atlanta pour les deux prochaines formations de la Ligue nationale? Atlanta, c'est pas mal sûr parce qu'il y a 3 différents groupes de propriétaires qui veulent rentrer. Alors, tu sais, ça te donne l'idée qu'Atlanta va être là-dedans. Houston, on verra. C'est une des équipes qui continue de s'exprimer à la Ligue nationale. Il y a d'autres marchés aussi. Puis l'autre chose que je devrais dire aussi, c'est que, puis moi aussi, je fais la même chose que les autres. Là. On parle toujours de 32 à 34, 32 à 34. Je dois dire que il y a un des dirigeants de la Ligue qui m'a dit l'année passée, c'est pas garanti si jamais on fait l'expansion, qu'on fait l'expansion par 2 équipes, on est confortable d'aller une équipe à la fois. Comme Vegas. Comme on l'a fait d'ailleurs avec Vegas et Seattle qui ont été séparés. C'est possible que c'est 33 pour une année ou deux avant qu'on va à 34. OK. Donc ça va être intéressant à surveiller. Pierre, grosse nouvelle qui est tombée dans les derniers jours. Ça a pris le monde du hockey par surprise. Ça en a même choqué quelques-uns. Jacob Trouba échangé aux Ducks d'Anaheim. Une transaction qui, honnêtement, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier parce que j'ai l'impression du côté des Rangers de Chris Drury, on n'a pas respecté vraiment l'essence d'une clause de non-échange avec les fameuses menaces de ballottage. Pierre, à l'interne, comment est-ce que ça a été perçu d'avoir Trouba qui sort publiquement et qui dit presque même pas à mot couvert, oui, j'ai été menacé par les Rangers, que je pouvais aller au ballottage, je devais lever ma clause. Comment tu as vu toute cette situation-là? Bien, techniquement, les Rangers n'ont rien fait de mal. Il faut quand même expliquer ce côté-là parce que c'était pas une clause... c'est une clause de non-échange modifiée à 15 équipes, mais c'était pas une clause de non-mouvement. Ça, c'est des clauses différentes dans la convention collective. Tu as une clause de non-mouvement, tu ne peux pas aller sur le ballottage. Alors, tu sais, je me sens mal pour Trouba parce que c'était le capitaine de l'équipe, puis ça n'a pas été le fun de se faire forcer dans un échange. Puis il a vraiment été forcé parce que s'il disait à Anaheim ou une des équipes qui s'intéressait à lui, on était pour le mettre sur le ballottage, puis là, il n'aurait pas eu le choix d'aller où il se faisait prendre dans le ballottage. Alors, c'était pas vraiment fun pour lui, c'est sûr. Mais sur le côté technique, dans les contrats, il y avait sa clause de non-mouvement, ça avait terminé le 1er juillet dernier. Puis là, il était rendu avec une clause de non-échange à 15 équipes. Alors, tu sais, je sais que des fois, c'est compliqué, ces affaires-là, mais c'est pour ça que c'est important pour les grosses vedettes d'aller chercher. Puis d'ailleurs, Igor Shesterkin, qui a signé un nouveau contrat avec les Rangers, lui, il a une clause de non-mouvement à 100% pour tout le contrat, notamment. Alors, c'est important d'aller chercher la meilleure clause si tu es un joueur qui essaie de protéger là, de la façon que tu peux changer d'équipe. Mais la réalité, c'est que
il y a bien des joueurs qui ne reçoivent pas cette clause. Puis on sait pourquoi. Les équipes veulent avoir de la flexibilité dans leurs décisions. Ils ne veulent pas avoir 10 joueurs sur l'équipe qui ont des clauses de non-mouvement. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est difficile d'aller chercher. Mais à l'intérieur de tout ça, les Rangers, c'est un désastre. Je veux dire, l'équipe ne joue pas bien. On ne voit pas de chimie dans ce vestiaire-là. Chris Drury, le DG, se fait critiquer. Écoute, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer, c'est sûr, mais c'est vraiment c'est un désastre complexe qui se passe à New York. C'est vraiment intéressant à voir. Mais Pierre, je comprends que les Rangers n'ont rien fait de mal. Et c'est vrai, légalement parlant. Mais aux yeux de l'association des joueurs, une situation comme celle-là, est-ce qu'on réagit? Est-ce que par la suite, on va essayer de modifier les choses ou encourager les joueurs à mieux se protéger avec d'autres clauses? Comment a été la réaction en coulisses du côté des joueurs? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont zéro rapport avec la situation des Rangers, qui se sont inquiétés avec leur agent? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'arriver à moi? Est-ce que tu as entendu des choses comme ça? Oui, écoute, c'est sûr que ça retient l'attention de certains joueurs, c'est vrai, mais tu sais, comme un agent m'a dit, l'agent expliquait aux joueurs la même chose que ce que je viens de dire, c'est que c'est la différence entre la clause de non-échange et la clause de non-mouvement. Puis je pense, peut-être ça a été un moment où ça a aidé à éduquer certains joueurs qui oublient la différence entre les deux clauses. Puis c'est important de se rappeler quand tu négocies des contrats. Mais la réalité, Anthony, c'est que la plupart des joueurs dans la Ligue n'ont pas accès à une clause de non-mouvement. Ça, c'est pour les gros joueurs. Tu sais, les joueurs normaux, là, dans le milieu de ton alignement, ils ne vont jamais aller chercher une clause de non-mouvement. Ça n'arrivera pas, ça. Ouais. Pierre, il y avait des grosses rumeurs que Jacob Trouba, tu sauras me dire si c'est vrai, aurait refusé une transaction avec les Blue Jackets. Il n'avait pas levé sa clause pour cette transaction-là. Sais-tu s'il y en a eu d'autres? Sais-tu quels joueurs qui ont été avancés sur la table par ces formations-là? Oui, non, c'est vrai que les Blue Jackets avaient un offre et puis ils ne voulaient pas se faire échanger à Columbus. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas arrivé avec les Blue Jackets. Les Blue Jackets étaient très déçus. Et puis finalement, c'est moins une question de dire non des équipes et c'est vraiment une question de quelle équipe qui a dit oui parce qu'il y avait une clause de non-échange avec 15 équipes et Anaheim, c'était parmi les équipes où il fallait qu'il dise oui parce qu'il était sur sa liste. Mm-hmm. Alors, tu sais, à la fin de la journée, c'est vraiment quelle équipe qui voulait, puis c'est Anaheim qui a choisi. Okay. Alors, c'est même que ça a fonctionné. Puis son agent, Jacob Trouba, Kurt Overhart, m'en a parlé après l'échange vendredi dernier. Il m'a dit, écoute, il a passé les derniers 24 heures avant l'échange à travailler avec Chris Drury sur l'échange à Anaheim. Et puis, c'est important à noter ça parce que, tu sais, c'est sûr d'un côté, ça n'a pas été le fun pour Trouba que il s'est fait avertir que si tu dis pas oui à un échange, on va te mettre sur le balotage. C'est vrai, ça. Ça a été confirmé par Trouba lui-même dans ses entrevues avec les médias. Mais de l'autre côté, il y a quand même l'agent qui me dit qu'à la fin de la journée, il a travaillé avec les Rangers pour trouver l'équipe qu'on voulait puis trouver un échange qui fonctionnait. Alors, il y a eu quand même de la coopération là-dedans. On s'est aidé à la fin quand tout le monde était parti dans un coin. Mm-hmm. Il y a quand même eu les deux côtés qui sont aidés à la fin pour faire que l'échange fonctionne avec Anaheim. Les Rangers de New York. Un aura d'Original Six, une grosse formation au fil des années de l'histoire récente. Trouba, bon exemple, mais aussi Panarin, Adam Fox. Il y en a plusieurs, là, des joueurs. Patrick Kane. Il y a plusieurs joueurs qui ont voulu aller évoluer pour cette formation-là. Avec des histoires comme celle de Trouba dans les derniers jours, ou même Barclay Goodrow il y a quelques mois, qui avait été soumis au balotage aussi par les Rangers. Est-ce que tu penses que les joueurs vont être moins enclins à aller évoluer pour Chris Drury? Par la façon qu'il gère un peu la situation, est-ce que tu penses qu'il va avoir des conséquences à ce niveau-là? Ouais. C'est une bonne question. Je ne peux pas vraiment te répondre ça comme il faut parce que c'est dur à dire. Tu sais, j'aimerais dire oui parce que c'est ça que les joueurs devraient penser présentement, que ça pourrait m'arriver. Mais la réalité, Anthony, je dois te dire, c'est que souvent les joueurs ne se voient pas dans les autres. Ça n'arrivera pas à moi, ça. Ça, c'est souvent la réalité des joueurs quand je leur parle. Qu'ils ne se voient pas dans les autres exemples des fois. Alors, la réalité, c'est que les Rangers, c'est tellement une place spéciale à jouer en général. Marché spécial, aréna incroyable. La vie est incroyable à New York. Réellement, là, je pense pas que ça va changer grand-chose moi-même. J'ai peut-être tort,
mais je serais surpris. La victoire fera toujours foi de tout aussi si le club se remet à gagner. Puis à venir un peu plus tard dans le podcast, on va parler de la déclaration de Kevin Adams qui a fait le tour du web. Et ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, le directeur général des Sabres de Buffalo, à venir un peu plus tard. Pierre, je reste sur les Rangers. Quand on a entendu toutes les rumeurs que Trouba pouvait être placé au balotage, transaction, il y a une rumeur qui est sortie comme quoi Brady Tkachuk pourrait être impliqué dans une transaction avec les Sénateurs d'Ottawa et ça n'a pas fait l'affaire de Michael Andlauer. Peux-tu nous éclairer un petit peu à travers tout ça? Un dossier de maraudage qui est, pour le commun des mortels, peut-être un peu plus difficile à comprendre. Ouais, c'est intéressant. Écoute, je ne m'attendais pas à cette déclaration de Michael Andlauer. Juste pour faire le recul un peu, j'avais demandé à Michael Andlauer de passer un peu de temps avec moi lundi avant la réunion des gouverneurs pour écrire un texte dans l'Atlantique. Parce qu'il y a bien des choses qui s'est passées à Ottawa cette année. Alors, c'est un article qui est quand même intéressant d'une façon ou l'autre. Parce que les sénateurs, il y a des hauts et des bas cette année. Fait que je m'assieds avec. On s'est rencontrés à 10 h du matin lundi. La réunion des gouverneurs a commencé à 13h30. Alors, on s'assoit, on parle de toutes sortes d'affaires, mais évidemment, durant mon entrevue, j'ai demandé au sujet de Brady Tkachuk parce qu'évidemment, ça a fait jaser la semaine passée. Ça a fait jaser surtout parce que c'est un journaliste très respecté, Larry Brooks, à New York Post. C'est un de mes amis d'ailleurs, mais c'est lui qui est toujours habituellement devant les nouvelles des Rangers. Il est très plugué sur son beat des Rangers. Alors, quand lui sort un texte pour dire que les Rangers aimeraient aller chercher Brady Tkachuk, pour le croire, je veux dire, ça vient de Larry Brooks. Puis je pense que c'est ces raisons-là que ça a tellement frustré Michael Andlauer et les sénateurs. Puis il s'en est pas caché. Je vais te dire que ses commentaires de maraudage, il ne l'a pas dit une fois, il l'a dit 2 fois durant notre entrevue, premièrement. Et puis, il a quand même il a fait attention de ne pas mentionner les Rangers directement par nom. Mais tu sais, c'est qui d'autre qui ferait le maraudage? Alors, c'est pas mal évident là, qui parlait il parlait des Rangers. Puis il est frustré parce que, comme il m'a dit, Michael Andlauer, ça fait juste plus qu'un an là, qu'il est propriétaire des Sénateurs. Puis là, ça fait 3 fois, séparément, les Sénateurs doivent nier des rumeurs qu'il y a à faire avec Brady Tkachuk sur le marché des échanges. Il y avait le podcast Spelling Checklist l'année passée qui avait sorti quelque chose. Ensuite, il y avait mon collègue Jeremy Rutherford à Saint-Louis durant l'été. Évidemment, Tkachuk vient de Saint-Louis, il avait sorti quelque chose. Et là, maintenant, Larry Brooks de New York. Puis, c'est évident, là, dans le cas des Sénateurs et d'Andlauer, ils sont écœurés de ça. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est toujours eux autres, avec leur capitaine, qui se fait rentrer dans les rumeurs. Puis vraiment, les commentaires d'Andlauer, je pense, sur le maraudage, ça a à faire avec le fait, premièrement, qu'on veut protéger notre capitaine à Ottawa. Parce qu'Andlauer m'a dit, encore une fois, il a dû que Steve Staios, il a le voir Brady Tkachuk la semaine passée pour lui expliquer que les rumeurs n'étaient pas vraies. Tu sais, c'est quand même des vraies conversations là, qu'on doit avoir. Puis c'est une perte de temps, finalement. Ça agace vraiment la franchise des Sénateurs. Puis je pense que chez les Sénateurs, on se sent comme pourquoi ça arrive à nous autres plus que les autres équipes, on dirait. Je pense que c'est ça l'attitude des Sénateurs un peu. Fait que c'est pour ça qu'Andlauer, il a vraiment sorti fortement comme il a sorti dans mon entrevue avec lui. C'est sûr que, écoute, ça a été une conversation. On a jasé pas mal parmi les gouverneurs durant la semaine. C'est pas chaque jour qu'on voit un propriétaire sortir puis accuser une autre équipe de maraudage. C'est très rare. Bill Daly, national, m'a dit que lui aussi, il y a eu une conversation avec Michael Andlauer après qu'il a vu les commentaires pour s'informer. Bill Daly m'a dit qu'il comprenait la frustration des sénateurs, mais qu'à fin de journée, a indiqué à Andlauer, on n'a pas de preuves de match, alors ce dossier-là est fini. Pas rien que la Ligue peut faire là-dedans. Mais une autre chose qui est importante à comprendre dans le contexte de tout ça, c'est la raison que je pense que Michael Andlauer a choisi ses mots comme il a choisi ses mots dans mon entrevue. C'est qu'il y a quelques semaines, la Ligue nationale a envoyé un document à tous les gouverneurs de la Ligue nationale au sujet du maraudage. Pour avertir les 30 équipes que le maraudage n'est pas correct, que la Ligue est fatiguée de voir ça, puis qu'il y a des punitions. Il y a des conséquences de se faire pogner dans le maraudage, dont des amendes ou perdre des choix de repêchage. Puis
D'ailleurs, Bill Daly avait parlé au DG, je pense qu'on a parlé au podcast, mais Bill Daly aussi avait parlé avec les DG au mois de novembre lors de la réunion à Toronto. Alors, dans ce contexte-là, je pense que Michael Lauer se voyait faire le point qu'on vient juste d'avoir un document de la Ligue pour avertir les équipes du maraudage, puis il y a quelque chose qui sort là, dans le New York Post au sujet de notre capitaine avec les Rangers. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il a pris cet angle-là. À la fin de la journée, même si les Rangers ont dit à Larry Brooks qu'ils aimeraient aller chercher Brady Tkachuk un jour, puis je ne dis pas que c'est les Rangers qui l'ont dit à Larry Brooks, j'ai aucune idée c'est qui ces sources, là, mais disons que c'est les Rangers qui ont dit ça à Larry Brooks. Avoir l'idée d'aller le chercher, c'est différent que dire qu'on est dans les discussions avec les sénateurs. C'est pas ça qui était dans l'article de Larry Brooks. Il n'a jamais dit qu'il y avait des négociations qui se passaient avec les sénateurs. Il a tout simplement dit que Brady Tkachuk, ça serait un nom à suivre pour les Rangers. Ça se peut très fortement que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que les sénateurs vont vouloir les changer. Fait que c'est ça la différence pour moi. Puis, Pierre, je te pose quand même la question, puis tu peux me répondre rapidement, là, mais il n'y a pas de fumée sans feu dans la vie. Toi, tu es convaincu que Michael Andlauer dit la vérité et que Brady Tkachuk n'est pas sur le marché, même malgré ces rumeurs persistantes-là qui viennent à gauche puis à droite? L'histoire est clos? Oui. OK, parfait. Je suis convaincu, je crois à Andlauer quand il m'a dit que les sénateurs n'ont jamais parlé d'une équipe à son sujet depuis qu'il est propriétaire. Ça, je le crois. Qu'est-ce que je ne peux pas prédire un jour? C'est si Brady Tkachuk est fatigué de perdre d'Ottawa. Est-ce qu'il pourrait changer d'idée et dire peut-être j'ai besoin de changer d'équipe? J'ai aucune idée, mais je ne peux pas te dire que ça, c'est pas possible un jour. Ça arrive avec bien des joueurs à travers la Ligue durant l'histoire de la Ligue nationale, ça. Puis évidemment, ça fait un bout de temps à Ottawa qu'on essaie de trouver une façon de gagner puis de devenir une équipe qui peut faire les séries. Présentement, je crois à Brady Tkachuk et je crois à Michael Andlauer qui sont sur la même page puis qui veulent rester ensemble. Présentement. Ouais. C'est clair que ça met de l'huile sur le feu. Le fait que son propre frère, il n'y a pas si longtemps, a quitté une formation canadienne pour une formation des États-Unis. C'est sûr que les jeunes, après moi, font un lien avec ça, que si Matthew l'a fait, peut-être que c'est le cas aussi de Brady, mais c'est deux personnes distinctes, puis c'est pas nécessairement dire que parce qu'un a fait ça, que l'autre va prendre exactement le même chemin. Puis pour les gens qui se le demandent, Brady Tkachuk a quand même un contrat jusqu'en 2028 avec les Sénateurs. Je veux dire, c'est pas comme s'il devenait joueur autonome sans compensation l'année prochaine. Fait que ça, on est complètement ailleurs, contrairement à Matthew avec les Flames, qui, lui, il était à la fin, donc il y avait quand même un gros pouvoir de négociation avec les Flames. C'est la raison pour laquelle on est allé de l'avant à ce niveau-là. Tu as dit on n'a pas de preuves. Quand même curieux. Dans des situations comme celle-là ou dans d'autres situations, peu importe, quand on fait enquête dans la Ligue nationale, est-ce qu'on peut réquisitionner des téléphones cellulaires? Est-ce qu'on peut forcer les organisations à nous montrer des courriels? À quel point on a du pouvoir pour faire enquête dans des situations comme celle-là, Pierre, pour la Ligue? Je crois que la Ligue a le droit de demander aux formations. Qu'est-ce que la Ligue n'a pas le droit de faire, c'est de demander aux journalistes. Alors, dans ce cas ici, on ne peut pas aller demander à Larry Brooks, c'est qui t'a dit ça? La Ligue n'a pas le droit de faire ça, évidemment. Okay. Ou même s'il le ferait, évidemment, Larry Brooks, il n'a pas besoin de dire oui, là, évidemment, puis il ne dirait jamais oui. Alors, c'est ça qui est... C'est différent quand c'est juste les formations, là. Écoute, il y a déjà eu Jim Benning, quand il était... on va rentrer le Canadien là-dedans. Jim Benning, quand il était DG des Canucks, ça avait mis dans le trouble avec la Ligue. Je pense que les Canucks ont payé une grosse amende parce que Jim Benning avait été sur la radio de TSN pour avoir dit que les Canucks étaient dans des pourparlers avec le Canadien au sujet de Piquet Subban. Ça, c'était à peu près une semaine avant que Subban avait été échangé à Nashville. Alors, Jim Benning avait reçu une amende. Les Canucks avaient reçu une amende parce que la Ligue n'était pas content que Jim Benning mentionnait un nom d'un joueur sur une autre équipe. Puis aussi confirmer que les Canucks avaient appelé le Canadien à son sujet. Alors, la Ligue était très fâchée. Ça, c'est un vrai exemple de maraudage. Mm-hmm. Écoute, je pense que la Ligue n'était pas trop content avec certains reportages dans les médias avec le 1er juin l'année passée, dont Steven Stamkos qui, dans certaines entrevues, on dirait que ça donnait l'allure qu'il y a eu des conversations avec les prédateurs avant le 1er juillet. Puis écoute,
on n'est pas né hier, là. On comprend qu'avant le 1er juillet, les agents, les équipes, des petits clins d'œil, c'est sûr qu'il y a des conversations qui se font. Il n'y a pas personne qui va attendre au 1er juillet et parler à un agent pour la première fois au sujet d'un joueur. C'est pas réel. Mais la Ligue veut quand même essayer de encadrer dire ça aux équipes, fais attention. Soyez un peu plus smart avec la façon qu'on communique avant le 1er juillet. Alors, c'est pour ça que on a parlé du maraudage cette année. On verra bien. Moi, je pense pas que ça va changer grand-chose, là, mais on verra bien. C'est surtout que, tu sais, s'il y a juste un directeur général qui le fait pas et qui suit les règles, il va être en retard sur tout le monde. Fait que ça, c'est pas idéal. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu normal pour tout le monde d'étirer un peu l'élastique. Le problème, moi, que je vois, c'est que je vais m'installer devant TSN, 1er juillet, midi, je vais être tout énervé, puis il n'y aura pas une signature qui va tomber avant 14 h l'après-midi. Parce que là, les équipes vont avoir peur de se faire accuser de maraudage. Je suis pas sûr qu'on sera tant service du côté de la Ligue nationale de hockey en maintenant une politique avec une ligne dure là, avec cette directive-là. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que avant la dernière convention collective, on se rappelle quand, durant la pandémie en 2020, en juin 2020, la Ligue et l'Association des joueurs ont fait un nouveau... ils ont ajouté des années sa convention collective, forcément, parce que, évidemment, on était dans une situation assez désespérée avec la pandémie, mais pendant ce nouveau document, ils ont décidé d'enlever une période qui était dans l'autre convention collective où tu avais le droit légalement de parler à des joueurs autonomes avant le 1er juillet. C'était dans la dernière semaine, je pense, avant le 1er juillet. C'est ça que c'était déjà le cas avant. Puis c'est l'association des joueurs, en fait, qui a demandé à la Ligue de l'enlever. C'est un peu bizarre, là, mais c'est qu'il y a plusieurs agents qui trouvaient que les équipes étaient trop organisées avant le 1er juillet quand on avait le droit légalement de parler à certains joueurs. Puis ça donnait comme plus de pouvoir dans la négociation aux équipes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Je ne comprends pas pourquoi que l'Association des joueurs a demandé d'enlever ça. Parce que là, en enlevant cette période où tu avais le droit légalement de parler aux joueurs autonomes avant le 1er juillet, ça nous mène à ce qu'on a dans les dernières années où le maraudage est hors de contrôle. Exact. Mais comme tu l'as dit, Anthony, tu as 100% raison. Non seulement si c'est un DG qui ne fait pas de maraudage avant le 1er juillet, tu vas finir dernier sur le marché, mais l'agent qui ne fait pas de maraudage ne fera pas sa job pour son client. Mm-hmm. Si c'est un agent qui évoque le règlement à 100% puis il ne parle pas à une équipe, aux 31 autres équipes de leurs joueurs qui pourraient être joueurs autonomes le 1er juillet, qui va peut-être quitter son équipe présentement, tu s'en vas au repêchage la semaine avant le 1er juillet, puis tu ne parles pas à aucune équipe de ton client, tu vas dire quelque chose. Le joueur devrait être congédié comme avant, comme agent, si c'est ça que tu as fait, parce que tout le monde doit se préparer. Les agents doivent comprendre c'est quoi le vrai marché, puis les équipes doivent comprendre c'est quels joueurs qui ont vraiment une chance d'aller signer. C'est la réalité. Alors, je ne comprends pas vraiment là, pourquoi que la Ligue pense qu'ils peuvent contrôler ça, parce que c'est impossible à contrôler. Ouais. Un joueur qui ne fera pas le marché des joueurs autonomes en 1er juillet prochain, il gare Shesterkin. Puis ça, je te dirais, Pierre, un petit bet facile à faire sur ubet.io. Si on avait un petit 2 $ à mettre sur les cotes, les meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Igor Shesterkin, le meilleur gardien, pas le meilleur gardien, le gardien le mieux payé de la Ligue nationale de hockey. Ça, tu le savais, tout le monde le savait, mais c'est maintenant confirmé, 11,5 millions pour Shesterkin. C'est pas un hasard, par contre, que ça tombe la même journée que les Rangers transigent leur capitaine. Là. Bien, c'est peut-être pas un hasard sur le côté des Rangers qui voulaient évidemment aller chercher des belles nouvelles positives dans le contexte d'une journée où ils se faisaient planter pas mal par tout le monde de la façon qu'ils ont traité leur capitaine, c'est sûr. Mais je dois dire que sur le côté du joueur puis de l'agent, j'ai parlé avec l'agent. Les autres, ça n'a rien à faire avec ça. Les autres qui essaient de négocier un contrat, que ça arrive jour-là, un autre jour, là, ça ne dérange pas Igor Shesterkin ou son agent. Qu'est-ce qui est intéressant, par exemple, là-dedans, c'est plusieurs choses. Premièrement, les négociations avaient été gelées pendant plusieurs mois entre Shesterkin et les Rangers. Ça, c'est important à souligner. Puis c'est comme l'agent l'avait prédit. Là. On se rappelle que l'agent avait dit si le contrat n'est pas fait avant la saison commence au mois d'octobre, je ne suis pas sûr qu'on va négocier pour un bout de temps. C'est ça qui est arrivé. Il n'y a eu aucune négociation entre la mi-octobre
et à peu près 10 jours avant cette signature la semaine passée. Alors, il y a vraiment eu, ça a été gelé pendant un bout de temps. Là. Puis, ça avait été gelé lorsque Shesterkin et son agent avaient dit non à l'offre de 88 millions sur 8 ans des Rangers en début d'octobre, 11 millions par année. Là, c'est facile de dire pourquoi que ça a pris 3 mois de se rendre de 88 millions jusqu'à 92 millions. C'est juste 4 millions de dollars, 11 à 11,5 par année. Mais c'est pas juste l'argent qui a été dans la négociation. Là. C'est un contrat qui finalement qui a eu 85 millions de bonus, seulement 7 millions en salaire. Alors, la structure du contrat a fait une grosse partie des négociations. Que Shesterkin, son agent, voulait avoir ça en bonus le 1er juillet au lieu d'en salaire. Puis, une des raisons que tu fais ça des fois, c'est que c'est pas garanti qu'il n'y aura pas une guerre de convention collective. Puis, s'il n'y a pas de hockey dans 2 ans, le bonus se fait payer, même si le salaire ne se fait pas payer. C'est même que ça fonctionne durant la guerre de convention collective. Ça, c'est une des raisons qu'on voulait avoir ça en bonus sur le côté de l'agent et du gardien de but. Pierre, est-ce que ça change quelque chose, Pierre, pour des rachats de contrats? Oui, aussi, exactement. C'est ça. Oui, exactement. Alors, c'est plus favorable pour le joueur si on rachète le contrat que les bonus sont garantis. Absolument. Absolument. Alors, puis d'ailleurs, 54 millions du 92 millions en total se fait payer dans les 4 premières saisons à nouveau contrat chez Shesterkin. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a bien des gens en général qui regardent ça et disent pourquoi que ça a pris 3 mois de se rendre à 11 millions par année, à 11,5, mais c'est parce qu'il y a bien d'autres choses là-dedans, dans la façon que ces contrats-là sont construits, qui prend du temps des fois avant que les deux côtés se rendent là. Question pour toi, Pierre. Es-tu surpris de voir que Shesterkin est 100 000 $ en dessous d'Artemi Panarin? De voir que pour lui, c'était peut-être pas une priorité de devenir le Rangers le mieux payé de l'équipe? Bien, sa priorité pour lui et son agent, c'est d'être le meilleur gardien payé de l'histoire de la Ligue, puis ils sont. Ça, c'était la priorité. C'est d'être le meilleur gardien payé de l'histoire, puis d'aider le marché des gardiens à se remettre un peu. On sait que Swayman et Hallmark et Jake Ottinger, ils ont aidé là-dedans aussi, des jeunes gardiens avec moins de pouvoir que Shesterkin sont rendus à 8,5. Puis ça, c'est aidé Shesterkin à se rendre à 11,5. Ça, je sais que c'est important pour eux autres. C'est pas important d'être devant Panarin de ce que je peux ressentir. Là. Ça m'a jamais été mentionné. Okay. Mais de refaire le gardien des gardiens, ça c'est important. Un autre soldat est tombé cette semaine après Jim Montgomery, après Drew Bannister. Luke Richardson, l'ancien entraîneur adjoint du Canadien de Montréal et qui était maintenant entraîneur-chef avec les Blackhawks de Chicago, a perdu son poste. De l'extérieur, pas que je suis sur une base assidue, là, les Blackhawks de Chicago. Je trouvais ça un petit peu rapide, Pierre. T'sais, on parle quand même d'une formation qui a laissé partir dans les dernières années de Brinkat, Kirby Dack, Brendan Eagle, dans une moindre mesure, mais quand même, Dominic Kubalik, Dylan Strome, Patrick Kane. Tout ça dans un but de mettre la main sur Connor Bedard, ce qui a été fait après la première saison de Richardson. Mais là, 1 an et demi post-Bedard, c'est terminé pour Richardson. On lui montre la porte. As-tu été surpris de voir qu'on était aussi rapide sur la gâchette avec Richardson? Je ne peux pas dire que j'étais surpris parce que malheureusement, j'entendais des rumeurs là, que c'était possible. Alors, je ne peux pas dire que je suis surpris quand j'entendais ça. Là. Puis c'est malheureux parce que Luke Richardson, c'est tellement un bon gars, là, il est tellement aimé et respecté à travers la Ligue nationale. Alors, tu sais, puis je peux dire l'autre chose, c'est que le directeur général, Carl Davidson, m'a dit comment que c'était tellement difficile pour lui de prendre cette décision-là parce qu'il aime tellement Luke Richardson. Ça me démontre, pour moi, ça c'est moi qui lis entre les lignes, là, mais ça me démontre qu'il y avait beaucoup de pression sur la direction des Blackhawks de faire quelque chose. Pour 2 raisons. Numéro 1, les Blackhawks, oui, il n'y a pas personne qui pensait qu'ils étaient pour des séries cette année, on est d'accord, mais les Blackhawks espéraient de prendre une étape où on jouait des matchs, peut-être qui étaient encore des matchs qui valaient quelque chose au mois de mars. Tu as déjà entendu ça? Oui, cette conversation. Ouais, ça me dit quelque chose. Oui. Alors, c'était le standard qu'on espérait avant la saison à Chicago, puis évidemment, à la première place dans la Ligue nationale.
lorsqu'on a congédié Richardson. On était très déçus sur ce côté-là. Deuxièmement, puis ça, c'est juste moi, il n'y a pas personne des Blackhawks qui m'ont partagé ça, mais moi, j'ai assez de lire entre les lignes. Le rendement de Connor Bedard, c'est vraiment une saison décevante jusqu'à temps pour le premier choix de 2023. Et puis, tu sais, est-ce que c'est la faute de Richardson? C'est pas sûr que c'est simple de même, la vie, là, mais à la fin de la journée, c'est la franchise, Connor Bedard. Puis, ses commentaires à lui-même, là, où il manque de confiance, il se demande qu'est-ce qu'il devrait mieux faire. C'est des commentaires qui n'est pas le fun à digérer dans un marché à Chicago où on a tellement mis dans lui pour l'avenir de cette franchise. Alors, comme je te dis, il n'y a pas personne à Chicago qui m'ont dit qu'un est lié à l'autre, mais c'est dur à croire que ça ne peut pas l'être. Non, ça c'est sûr. En même temps, tu regardes les joueurs qui entourent Connor Bedard, il n'y a pas nécessairement des joueurs dans la fleur de l'âge. Taylor Hall, 33 ans, Nick Foligno, 37, Pat Maroon, 36, Craig Smith, 35, TJ Brody, 34, Alec Martinez, 37. Et à un moment donné, c'est un sport d'équipe, le hockey. C'est pas évident quand même de produire. T'as beau t'appeler Connor Bedard, t'as beau être le nouveau visage de la Ligue nationale de hockey, tu peux pas tout faire seul. Fait que je trouve que c'est pour ça que moi, de l'extérieur, je trouvais qu'on avait été un peu injuste à l'endroit de Luke Richardson. Mais est-ce que ça se peut, Pierre, que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est de voir que Bedard n'avait pas été sélectionné pour l'équipe canadienne de la Coupe des 4 Nations? Parce que le timing est drôlement d'une belle coïncidence. C'est arrivé en même temps. Là. Ouais, c'est vrai que c'est arrivé en même temps. Ça me surprendrait que les Blackhawks, vraiment, là, ça leur dérange qu'il ne fait pas l'équipe canadienne. Je sais pas. Écoute, je te dirais, s'il y a un autre élément que tu veux rentrer là-dedans qui est intéressant, moi, je te dirais, ça serait bien plus le fait que les Sharks de San Jose, qui ont commencé, eux autres, leur rebâtissage après les Blackhawks, ont de l'air présentement d'être dans une meilleure place. Ouais. Et que leur gars, Celebrini, leur numéro 1, connaît toute une saison comme recrue. Encore une fois, c'est juste mon opinion. Il n'y a pas personne qui parle de ça à Chicago. Mais c'est assez de regarder des aspects là, qu'on ne pense pas. Là. Je te dirais que le fait que les Sharks ont de l'air d'être devant les Blackhawks, puis les Sharks ont commencé cette affaire-là bien après Chicago, ça, des fois, ça peut être difficile à gérer si le propriétaire des Blackhawks n'est pas content de ça. Je ne dis pas que c'est le cas. Là. Je vais faire attention, mais des fois, là, dans l'histoire de la Ligue, ça ne prend pas grand-chose. Le propriétaire des Blackhawks aurait attaché sa tuque avec la broche s'il n'avait pas gagné le loterie Connor Bedard. Parce que, tu sais, tous les noms que je t'ai nommés tout à l'heure qui ont quitté Chicago, c'était pour optimiser nos chances. Puis finalement, on l'a eu. Ouais. Good for them. Mais ça aurait très bien pu qu'on swing dans le vide et qu'on n'ait pas Connor Bedard. Et là, cette reconstruction-là aurait été beaucoup plus compliquée pour la suite des choses. Ouais. Mais quand même, je pense que Chicago, après les années de Taze et de Kane, Seabrook, Keith, etc., je pense qu'on va se replacer assez rapidement. Puis ça reste une belle ville de hockey. Puis je ne suis pas trop inquiet pour la suite des choses. Un pour lequel je suis un peu plus inquiet, Pierre. Andrew Brunette à Nashville. Il a mis des commentaires dans les médias dernièrement. Je pourrais tous mettre les joueurs de mon équipe dans les estrades. Après un match contre le Canadien de Montréal, Jonathan Marchessault est sorti en disant, je ne sais pas si tu as eu la chance de les entendre, là, mais il est sorti en disant, c'est pas évident parce que j'ai fait l'échauffement avec un trio, j'ai commencé le match avec un autre trio, puis j'ai joué avec un troisième trio différent dans le même match. Tu sais, ça, c'est un peu lancer son entraîneur-chef en dessous de l'autobus. Est-ce que les jours d'Andrew Brunette à la barre des Prédateurs de Nashville sont comptés, Pierre? Ben, écoute, c'est sûr que c'est possible. Écoute, c'est une saison tellement surprenante pour les Prédateurs. J'ai parlé souvent avec Barry Trotz cette année. Il ne se cache pas sa frustration. Évidemment, il ne parlera jamais de ce qui se passe avec l'entraîneur, les médias. Mm-hmm. Les médias ne se font jamais dire ça jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui est annoncé ou pas annoncé. Là. Mais une des choses que je te dirais, par exemple, c'est que Barry Trotz, lorsqu'il a congédié John Hines puis embauché Andrew Brunette, a quand même pris une chance. Puis c'était comme son premier gros move à Barry Trotz comme directeur gérant. Puis à cause de ça, puis à cause du fait que Barry Trotz, je me rappelle que j'avais parlé avec lui la journée qu'il a annoncé Andrew Brunette comme embauche, il était vraiment passionné, Barry Trotz, du fait que c'était parce que Andrew Brunette, c'est un gars qui regarde la game très offensivement. Puis nous autres, à Nashville, traditionnellement, ont toujours été une équipe très offensive, mais le hockey change. Puis ça prend un entraîneur
qui veut pousser les choses offensivement pour nos jeunes joueurs. Tu sais, Barry Trotz avait été très détaillé dans ses explications pourquoi il avait rentré Andrew Brunette comme entraîneur-chef il y a quelques années. Moi, je me rappelle toujours de ça parce que moi, ça me dit toujours que oui, c'est sûr que tout le monde peut se faire congédier. Ça inclut Andrew Brunette. C'est des choses continues. Mais ça lui donne peut-être... C'est quand même... Ça démontre, moi, je crois que c'est une décision plus difficile pour Trotz que ça l'est peut-être ordinairement à l'entour de ça. Parce qu'il a tellement vendu l'idée d'Andrew Brunette quand il l'a embauché. Il a tellement expliqué pourquoi c'est important pour lui d'aller chercher que, oui, écoute, il pourrait se faire congédier demain, peut-être. Mais je vais juste te dire que ça serait une décision difficile pour Barry Trotz si c'est ça qu'il fait. L'autre chose, je te dirais là-dedans, c'est que si Barry Trotz congédie son entraîneur, là, puis je ne dis pas qu'il va le congédier, si on décide de le congédier, qu'est-ce qui serait intéressant pour moi, c'est qui devient entraîneur. Est-ce qu'il y aurait de la pression du propriétaire à Nashville de demander à Barry Trotz de se retourner derrière le banc où Barry Trotz est un des meilleurs entraîneurs dans l'histoire de la Ligue nationale? Et, ça ne me surprendrait pas si ça serait une conversation entre le propriétaire et le DG. C'est juste que quand Barry Trotz a sorti de ce côté-là de hockey et est devenu DG, c'est parce qu'il voulait être DG là, pour le restant de sa carrière. Ça serait je pense que ça serait plus difficile pour le Barry Trotz à digérer, je pense, si on lui demanderait de faire ça. Puis je ne dis pas que ça va arriver, mais je veux juste te dire des choses qui se passent des fois dans une situation de même. Barry Trotz est tellement respecté comme entraîneur-chef, un des meilleurs de l'histoire de la Ligue. Ça doit être un autre élément dans sa tête que si congédie Andrew Brunette, qu'est-ce qui se passe après ça? Ouais. Je veux juste dire, c'est des choses à réfléchir. Tu sens qu'il n'y a plus la flamme à l'intérieur de lui pour coacher? C'est vraiment complètement dans un autre placard, puis il y a ça, je dis, c'est pas nécessairement la flamme, c'est juste que, tu sais, il est très, très excité là, de sa prochaine étape dans sa carrière où il devient DG. Je pense que c'est dangereux là, quand tu commences à prendre le recul, puis de revenir, puis, etc., etc. Alors, je dis pas que c'est pas possible qu'il va derrière le banc, parce qu'évidemment, ça serait probablement leur meilleure chance de sauver leur saison s'ils décident de changer d'entraîneur. C'est Trotz qui sera entraîneur. Mais c'est juste, ça a été une grosse décision pour lui de devenir DG. Puis je pense que ça serait difficile pour lui à digérer, puis sa fierté de dire que, bon, tu sais, ma première embauche n'a pas fonctionné, premièrement, comme DG. Ma première embauche, c'était Andrew Brunette. Puis là, en plus de ça, c'est moi qui dois aller sortir de le feu. Alors, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qu'il veut faire, mais... Puis je te dirais même, Pierre, ses premiers gros coups sur le marché des joueurs autonomes aussi ne semblent pas fonctionner présentement. Fait qu'il y a peut-être ces constats-là d'échec que Trotz ne veut pas jusqu'à présent faire face nécessairement. Donc, il continue à espérer que les choses se replacent. Puis cette équipe-là a tellement de talent que c'est pas impossible que ça se replace éventuellement. Tanné de courir après des remplaçants ou encore après votre argent, l'application League2Go, ça gère votre ligue de balle, votre ligue de hockey, les stats, les classements, les remplacements des joueurs absents, suivi des sommes dues. Concentre-toi sur le jeu. League2Go va s'occuper du reste. Je le disais un peu plus tôt dans le podcast, il faut revenir sur les commentaires de Kevyn Adams. Ça a été pris dans un certain contexte, mais la phrase qui a marqué tout le monde, c'est à Buffalo, on n'a pas de palmier, mais on a des taxes. Et il n'y a pas tort. Honnêtement, c'est vrai. C'est une réalité. Le marché de Buffalo n'est pas nécessairement le marché le plus sexy pour les joueurs. Mais il a de plus ajouté, Pierre, puis ça, je pense que ça a été beaucoup moins partagé. Regardez les Bills. Les Bills à côté, c'est une destination pour les joueurs de la NFL parce que les Bills gagnent. Les Bills ont une chance de gagner des matchs. Si à Buffalo, on se met à gagner, peut-être qu'on va être capable de changer cette perception-là chez les joueurs. Comment tu as perçu ces commentaires-là de Kevyn Adams? Puis surtout, comment ça a été reçu par la planète hockey en général? Ben écoute, premièrement, c'est quand même la réalité. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que c'est plus difficile d'aller chercher des joueurs pour Buffalo que ça l'est pour les équipes en Floride, puis à Dallas, puis à Las Vegas, c'est sûr. Il a raison, mais comme tu viens de le dire, une des raisons que aussi c'est difficile, c'est pas juste les taxes à Buffalo, c'est parce que l'équipe, ça fait combien d'années? 15 ans? Ou combien d'années qu'ils ne sont pas dans la série? C'est pas bien attrayant pour les joueurs autonomes lorsqu'on pense que
il y a une culture avec les Sabres où il n'y a rien qui se fait figurer là, pour prendre la prochaine étape comme franchise. C'est ça qui fait mal. Puis, écoute, Kevyn Adams, ça fait un petit bout là, qu'il a eu sa chance, lui, après qu'il a remplacé Jason Pominville comme DG. Il a fait plusieurs échanges. Il y en a que c'est des bons échanges. Mais à la fin de la journée, cette saison, c'est une grosse saison, je pense, pour annoncer si ça fonctionne, cette affaire-là à Buffalo. Tu peux pas rebâtir pour toujours. Et puis, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de pression sur Kevyn Adams. Puis je peux te dire que c'est un des DG probablement qui essaie le plus fort de faire un échange. On en a déjà parlé, là, mais il s'en cache pas. Et, il parle beaucoup à ses collègues à travers de la Ligue pour essayer de trouver une façon de faire quelque chose. Mais c'est difficile à ce temps-ci de l'année, on le sait. Alors, je pense que ce que tu as entendu dans ces commentaires, c'est la pression et la frustration. Une combinaison dangereuse quand tu es un jeune DG. Alors, c'est pas... écoute, la réalité, si tu regardes le classement dans l'Est, quand même, c'est pas mal proche. Bien des équipes sont comme dans la même région dans le classement, là, mais c'est quand même pas... c'est pas une très belle situation présentement à Buffalo. Ouais. Mais en fait, tu vois, moi, ce qui me chatouille un peu plus là-dedans, c'est. Puis je comprends là, que la difficulté à attirer des joueurs, ça, c'est vrai. Puis par moment, à Montréal, on se pose un peu la même question, même si je pense que Montréal a quand même plus, en tout cas, de mon point de vue, auprès des joueurs autonomes. Mais c'est que des fois, Buffalo, on les a, les joueurs, et on les a laissés partir. Dans les dernières années, là, on peut penser à un gars comme Jack Eichel, qui est allé gagner la Coupe à Vegas, ou Sam Reinhart, qui a fait au-dessus de 50 buts avec la Floride. Il y en a quand même beaucoup des joueurs. Là. Un Linus Ullmark qui est allé gagner le Vézina à Boston. Je veux dire, c'est... Ryan O'Reilly qui a gagné une Coupe à Saint-Louis. Exact. Tu te dis... Parfois, est-ce que c'est vraiment les joueurs qui ne voulaient pas venir ou on a mal évalué le talent, on a mal réussi à exploiter les joueurs qu'on avait ici à la base? Ben, je pense pas que tu savais que c'était des bons joueurs. Le problème, c'est que ces joueurs-là ne voulaient plus jouer à Buffalo. Alors, Ryan O'Reilly, c'était clair, lui, qui voulait se faire échanger de Buffalo. Qui a été échangé. Sam Reinhart, lui aussi, n'était pas prêt. Il n'a pas demandé pour un échange, mais Sam Reinhart, je me rappelle, son contrat était presque terminé, il restait 1 an, puis ça avait été communiqué de Reinhart, son agent, au Sabres, je pense pas qu'on va signer à long terme. Ça force une autre situation. Alors, tu sais, je comprends que tu dis pourquoi quand Jack Eichel voulait se faire échanger parce qu'on avait, tu sais, on savait, on n'était pas sur la même page là, avec sa blessure au cou et le genre de chirurgie que Eichel, son agent, n'a pas de position, voulait aller faire, puis les Sabres n'étaient pas confortables avec ça. Alors ça a amené à une autre situation où il fallait se faire échanger. Alors, je pense pas que c'est une situation où Kevyn Adams ne comprenait pas que c'était des bons joueurs. Mais c'est Jason Pominville, par exemple, qui a échangé Ryan O'Reilly. Il faut se rappeler de ça. D'ailleurs, ça a amené Tage Thompson quand même, l'échange avec Saint-Louis. Mais ça a plus à faire avec des joueurs comme Reinhart, Eichel, qui voulaient se faire échanger. Oui, ça t'arrive. Mais là, la deuxième question, c'est pourquoi ils veulent se faire échanger. Exact. Mais ça revient à la prémisse de base. Pas de palmier puis des taxes. C'est ça, mais ce sera ça, Buffalo. Puis tant aussi longtemps que tu ne gagnes pas pour compenser ça, ça risque d'être plus difficile. Mais tu sais, si les Sabres peuvent figurer un jour avec une façon de commencer à gagner, c'est un des meilleurs marchés dans la Ligue nationale pour moi. L'amour pour le hockey à Buffalo, le marché, l'ambiance. D'ailleurs, les joueurs, regarde, tellement de joueurs qui ont resté à Buffalo en retraite. Martin Biron, il y en a une gang qui ont resté à Buffalo. Il n'a pas forcé de rester à Buffalo. Rester à Buffalo, ils ont tellement aimé ça, vivre à Buffalo quand ils étaient joueurs, ils ont resté là en retraite. Fait que, moi, j'accepte pas vraiment que Kevyn Adams vendait là parce que la réalité, c'est que ça a affaire à gagner ou perdre. Puis quand tu changes la culture d'équipe et tu deviens une équipe gagnante, tu le vois durant les années qu'il y a bien des joueurs qui ont adoré ça, jouer à Buffalo, puis qui sont encore là en retraite. Ça, c'est encore là pour les Sabres de Buffalo si tu es capable de figurer les choses. Ouais, quand tu parles de changer la culture d'équipe, l'Avalanche du Colorado, Pierre. Alexander Georgiev, Justus Anunen, out. Et on rentre Scott Wedgwood et Mackenzie Blackwood. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ça fait moins longtemps que toi que je suis le hockey, mais qu'on transige nos 2 gardiens de but en pleine saison. Moi, ça m'a renversé, Pierre. Comment tu as perçu ça?
Oui, puis surtout qu'il y a un mois, je peux te dire que j'ai eu des conversations avec l'Avalanche où on était... on parle d'un mois, là, pas 3 mois. Il y a un mois, on se disait encore que Gorgiev était pour figurer les choses, qu'il était bon dans les séries l'année passée, puis c'est vrai qu'il était bon dans les séries l'année passée. Mais dans l'espace d'un mois, ça a tout changé. Et puis, ça te démontre qu'il y avait de l'urgence. Ça te démontre qu'il veut gagner la Coupe cette année. Puis l'autre chose là-dedans, c'est que je sais que l'Avalanche avait peur que dans le cas de Blackwood, qu'il y avait la Caroline puis d'autres équipes qui parlaient aux Sharks. Puis on pensait vraiment qu'on devait sauter en avant de la ligne pour aller chercher. C'est pour ça que c'était important de le faire avant Noël et pas d'attendre pour le 17 mars. Okay. La deuxième raison, c'est que l'Avalanche veut voir si Blackwood pourrait être une solution non seulement pour cette année, mais peut-être à long terme. On va peut-être vouloir le signer avant le 1er juillet, dépendant de son rendement avec l'équipe pour le restant de la saison. Et dans ce cadre-là, c'est important d'aller chercher maintenant pour qu'on le voit le plus de matchs possible pour juger si on va lui donner un nouveau contrat au lieu d'attendre jusqu'au 7 mars puis juste le voir pour 2 mois. On veut le voir pour 2 tiers d'une saison ou à moitié d'une saison au lieu. Alors, c'est pour ça qu'on a agi pas mal vite sur le côté de l'Avalanche. Alors, écoute, on verra bien. Tu dis que c'est rare, mais non seulement que c'est rare pour une équipe de changer les 2 gardiens avant Noël, surtout pour une équipe qui aspire à la Coupe cette année. C'est peut-être moins surprenant si c'est une équipe en dernière place, mais c'est l'Avalanche. Là. C'est une équipe qui se prend au sérieux, puis devrait, parce qu'ils sont talentueux, mais ils ont changé les 2 gardiens avant Noël. C'est pas mal incroyable. Ouais, puis Mackenzie Blackwood, les gens peut-être le suivent un peu moins, mais il y avait quand même... Il y avait un beau CV là, quand il a été repêché en 2015 par les Devils du New Jersey. Là, un choix quand même assez élevé de 2e tour. Fait que j'ai hâte de voir s'il pourra atteindre son plein potentiel ou du moins tenir le fort avec l'Avalanche du Colorado. Mais du point de vue des Sharks, on peut faire une place comme ça à Yaroslav Askarov. Parce qu'on le sait, quand on a acquis Askarov, on n'avait pas nécessairement de place pour lui. Mais là, bientôt, on aura droit à le Yaroslav Askarov show là, avec les Sharks de San Jose. Oui, ça a toujours été le plan après qu'ils ont été chercher Askarov qu'un jour... Avant la fin de la saison, qu'on devait échanger un des vétérans. Il l'a finalement fait à cause d'Askarov. Mais l'autre chose, il ne faut pas oublier là-dedans, c'est qu'ils ont été chercher le jeune Kovalenko dans cet échange-là de l'Avalanche. Ça, c'est important pour les Sharks parce que je peux te dire que de ce que j'ai appris cette semaine, que oui, les Hurricanes avaient eu des pourparlers avec les Sharks, mais les Hurricanes n'étaient pas prêts à aller payer un prix de même avec un jeune joueur pour aller chercher Blackwood. Alors, ça te démontre d'une façon que le niveau d'urgence était différent entre Colorado et la Caroline pour aller chercher un gardien. Ça ne change pas le fait que les Hurricanes, absolument, vont continuer de regarder le marché des gardiens. On va aller chercher de l'assurance pour Kochetkov. On aime beaucoup Kochetkov, mais s'il se blesse, alors les Hurricanes vont continuer de regarder le marché des gardiens, mais on n'était pas prêt à payer le même prix que l'Avalanche qui ont décidé qu'il n'y avait plus de gardien numéro 1. Ouais. Ça, c'est un nouveau désespéré qu'on n'avait pas en Caroline. Tu as mentionné Nikolai Kovalenko, quand même fou, transigé le 9 décembre 2024. Son père, Andrei, avait été transigé le 6 décembre 1995 dans un contexte où est-ce que l'Avalanche du Colorado mettait aussi la main sur un gardien de but numéro 1. Évidemment, je fais référence à la transaction de Patrick Roy. Que, des fois, les petits moments comme ça dans le hockey, là, je trouvais ça m'a bien fait sourire quand j'ai vu ça passer sur Internet. Ça veut dire que Mackenzie Blackwood va gagner une coupe d'abord. Peut-être. Pierre, parlant de transaction, tu as parlé avec Jim Neal dans les derniers jours. La blessure de Tyler Seguin, quand même, à l'écart là, pour une période assez longue, le 4 à 6 mois. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Jim Neal bouger pour aller remplacer son attaquant? À long terme, oui. Éventuellement, il va bouger, mais qu'est-ce qu'il m'a expliqué dans notre conversation, c'est qu'il ne voulait pas réagir tout de suite. Il veut commencer, puis d'ailleurs, c'est aussi important de souligner que Jim Neal pensait que Tyler Seguin jouait son meilleur hockey de sa carrière lorsqu'il s'est fait blesser. Alors, c'est vraiment une grosse perte pour les Stars parce qu'il jouait très bien, il était 3e parmi les pointeurs sur l'équipe. Mais avant qu'on décide d'aller au marché pour possiblement le remplacer, Jim Neal veut voir c'est quoi les jeunes joueurs là, qui peuvent peut-être en prendre plus comme rôle. Parce que si tu sais, c'est pas le fun d'avoir des blessures de même, mais si les Stars étaient pour avoir une blessure de même, c'est quand même à la position dans l'alignement où on a beaucoup de profondeur parmi les joueurs d'avant. Alors ça veut dire qu'une recrue comme Maverick Bourque pourrait jouer plus.
Ça veut dire que Logan Stankoven monte d'une ligne pour remplacer Seguin. Alors, il y a bien des options. Wyatt Johnston, on peut jouer tout partout dans la première ou deuxième ligne. Alors, il y a de la profondeur et de la flexibilité dans l'alignement des Stars avec les joueurs d'avant que, pour le moment, on est correct de voir ce qu'on a à l'interne. Je suis curieux, là, parce que tu mentionnais que clairement, Jim Neal était à la recherche de quelqu'un, mais pas nécessairement dans le moment présent. Sur ton radar, là, quel joueur, selon toi, serait un bon fit pour les Stars? Alors, qu'est-ce que je te dirais, c'est que lorsqu'on se rend dans la deuxième moitié de saison, je pense qu'il y a deux options pour les Stars, et peut-être que même les deux options pourraient se faire parce que Tyler Seguin, c'est 9,85 millions sur la masse salariale. Alors, c'est beaucoup d'argent que les Stars pourraient s'en servir avant le 7 mars. Alors, on pourrait aller chercher un défenseur. Avant la saison, c'était absolument clair parce qu'on n'a pas remplacé Chris Tanev vraiment. On a perdu Chris Tanev après la saison dernière. Qu'aller chercher un autre défenseur, c'était priorité numéro 1 pour les Stars. Puis je pense que ça allait même encore, même avec la blessure de Seguin. Mais à cause de la blessure de Seguin, on pourrait aussi aller chercher un joueur d'avant. On pourrait faire les deux avec le 9,8 millions. Ça, c'est dangereux pour les autres équipes de l'Ouest parce que les Stars de Dallas, c'est quand même une belle équipe. Puis un nom à retenir là-dedans, puis d'ailleurs, il vient juste de se faire nommer à l'équipe américaine pour la 4 Nations, c'est celle de Brock Nelson, qui est joueur autonome le 1er juillet pour les Islanders de New York. Selon mes informations, ça n'a pas l'air comme Nelson a l'intention de signer un nouveau contrat avec les Islanders. Ça pourrait changer. On n'est pas encore à Noël, mais de ce que j'entends, probablement, ils se dirigent au marché du 1er juillet. Alors ça pourrait le mettre sur le marché des échanges si les Islanders ne sont pas d'accord sur série en deuxième moitié de saison. La seule chose que je dirais là-dedans, c'est que Lou Lamoriello, dans son histoire comme DG, des fois, ne change pas ses joueurs qui deviennent joueurs autonomes, même si son équipe ne sont pas dans les séries éliminatoires. C'est un peu bizarre, mais il ne change pas toujours ses joueurs qui sont joueurs autonomes. Alors, il faut quand même se rappeler de ça. Mais c'est quand même possible. Puis je te dirais que les Stars de Dallas ont déjà fait le cercle sur le nom de Brock Nelson, ainsi que le Wild Minnesota. Brock Nelson qui vient du Minnesota. Puis je crois que Bill Guérin, le Wild, vont s'essayer sur lui aussi. Et s'il ne peut pas le pogner avant le 7 mars, je te dirais que le Wild du Minnesota, le 1er juillet, probablement l'équipe à suivre. OK. Ça, c'est intéressant parce que les joueurs comme ça qui n'ont pas de terme, des joueurs que leur contrat se termine cette année, quand tu as de l'argent de LTIR, quand tu as au final le contrat de Seguin qui va être juste retiré parce qu'il n'est pas là, mais tu ne veux pas un joueur non plus pour t'attacher à long terme parce que ce contrat-là va être encore présent lorsque Seguin reviendrait. Fait que ça, c'est un élément quand même assez intéressant à surveiller là, pour Jim Neal et les Stars. Merci Pierre pour un autre podcast. On se reparle peut-être la semaine prochaine. Est-ce qu'on se reparle avant Noël? Oui, on va faire ça une autre fois avant Noël. OK, parfait. On se reparle la semaine prochaine avant Noël. D'ici là, vous pouvez aller miser sur ubet.io pour avoir les meilleurs codes de la Ligue nationale de hockey. Et je vous laisse avec un extrait de processus. Bye-bye tout le monde. Bon, pour moi, Matthew Schaefer, il est numéro 1. Il est à un palier supérieur. Ensuite, j'ai James Higgins, que j'aime beaucoup. Après ça, le problème que j'ai... Là, je sais qu'il y a Porter Martone et Michael Misa. Puis ensuite, il y a d'autres joueurs comme Roger McQueen, Anton Frundel, Ilya Rabkin, Logan Hensler. C'est des joueurs qui vont probablement sortir dans le top 10 également. Ce qui me dérange un petit peu pour ces gars-là, c'est que je ne sais pas s'ils vont sous-performer ou, à tout le moins, jouer à la hauteur de leur rang de sélection. Mais c'est le genre de situation que si, mettons, j'ai le 3e choix et que Higgins et Schaefer sont partis, je serais porté peut-être à faire un échange pour baisser de rang et peut-être amasser un actif supplémentaire.